Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal d'un confiné au Maroc. Je vais vous parler de l'agression subie par Éric Zemmour, ou plutôt de ses implications. J'aurais aimé vous parler d'autre chose, de sujets plus sérieux, moins futiles, moins superficiels. Malheureusement, les médiocres, les méchants, nous ramènent toujours à des sujets râlés pâquerettes et nous font perdre du temps, alors que la marche du temps, la marche de l'histoire s'accélère. Mais bon, c'en est ainsi. Donc, soutien total, intégral, sans réserve, sans condition, sans aucune subtilité à l'égard de Monsieur Zemmour. Il a tout mon soutien. Condamnation totale là aussi de l'acte commis par ce jeune homme. J'espère qu'il sera puni avec toute la rigueur de la loi. Et c'est là que j'ai un petit pincement au cœur parce que je connais ce qu'est devenu la justice française aujourd'hui. Et je crains vraiment fort que le laxisme pénal passe par là. Donc j'arrive ici à mon premier point, dire que ce qui s'est passé dans les rues de Paris, l'agression soufferte par M. Zemmour, est le reflet, le fils légitime du naufrage de l'autorité d'État français. Un naufrage provoqué notamment par une justice qui a perdu la tête, qui est devenue une machine à distribuer des alibis et des circonstances atténuantes, mais aussi le naufrage de la police française, de la superbe de l'État français. On est vraiment en ligne directe. Hein. Et moi, je vois une continuité entre les agressions de Chanteloup, du Val-Fouré récemment cet été, plutôt à la fin de l'année dernière. Je vois une continuité avec toutes les lynchages de policiers, toutes les reculades de l'État français. Eh bien, ça se retrouve là, avec Zemmour. Et ça continuera malheureusement. Parce que nous avons face à nous le naufrage de l'autorité de l'État français. Un naufrage, moi je sais très bien définir sa parenté. Hein. Moi j'enverrai facilement la facture à la gauche française et à tous les bien-pensants pour commencer. D'accord ? Donc les responsabilités sont bien connues. Et notamment, même aussi à droite, parce que la droite française s'est écrasée pour garder ses sièges aux conseils régionaux généraux, ce qu'elle appelle comment dirais-je, qu'elle appelle son ancrage territorial. Au fait, c'est selon ses bonnes places. Elle s'est écrasée dans le projet progressiste, qui est un projet de la chienlit. Et nous sommes là dans le fruit de la chienlit. Voilà. Donc première chose, premier naufrage, le naufrage de l'autorité de l'État français. Deuxième chose, c'est le naufrage de la famille maghrébine, transplantée en France. Nous avons affaire à des gens qui ne s'empêchent plus. Parce que franchement, attaquer quelqu'un comme ça, c'est déjà briser une inhibition. Ensuite, le diffuser sur Internet, c'est une autre inhibition qui a été brisée. Et ensuite, s'auto-commenter comme on fait une autobiographie, là encore, on en brise toutes les limites. Donc il y a eu un problème quelque part dans la cellule familiale, et c'est un problème, me semble-t-il, qui n'est pas singulier, c'est un problème de masse. La famille maghrébine est problématique en France pour plusieurs raisons. D'abord, elle vient du Maghreb avec des problèmes, c'est-à-dire que nous sommes dans un bouillon de culture, on va dire, qui n'arrive pas à éliminer les dérives que sont la corruption, le népotisme, la culture du bakshish, et un certain rejet de l'autorité de l'État. Voilà. Vous prenez l'histoire du Maghreb, vous voyez ça depuis des siècles. Je ne vous apprends rien. C'est ce qu'on appelle la SIBA au Maroc. C'est un cancer qui nous bouffe depuis des années. Grâce à Dieu, depuis une centaine d'années, nous avons un État fort qui nous protège contre ces dérives de nous-mêmes, qui est SIBA. C'est une sorte de révolte. Pas seulement la révolte tribale avec des fusils, mais aussi une révolte contre l'État, une révolte contre l'État avec le bakshish. Qu'est-ce que c'est que le bakshish sinon une humiliation de l'État, puisqu'on humilie le fonctionnaire, puisqu'on l'achète. Donc c'est un rejet d'autorité de l'État. Cette révolte-là, je vous dis, elle est éclatante quand c'est une révolte armée, ou latente et continue au goutte à goutte quand elle est une révolte, comme je viens de vous le dire, du bakshish et du népotisme et autres. Cette révolte-là, elle naît dans le milieu de la famille. Parce que c'est dans la famille qu'on reçoit la feuille de route pour la vie, les valeurs. Donc je vous dis, cette famille-là, marocaine, tunisienne, algérienne, libyenne, égyptienne, peut-être sahélienne, je ne connais pas très bien le Sahel, transplantée en France, elle transplante tout ça. Fait aggravant. En France, le patriarcat s'écroule. Le patriarcat a du bon. Hein, je suis conscient que je cause des cris d'orfraie chez mes copines féministes. Le patriarcat a du bon dans certaines conditions. Et ça, j'en parle de manière tout à fait tranquille, calme et apaisée, puisque je vis ça dans ma famille. Je ne raconte pas des choses liées sur des blogs ou des posts Facebook ou dans des livres de sociologie. Je le vois dans ma famille, j'ai de nombreux cas où l'effondrement du patriarcat se produit dès qu'on arrive en France, pour plusieurs raisons. Le père
peut souffrir un accident du travail, il y a l'alcoolisme, il y a l'environnement français qui peut, enfin bon, qui désinhibe ce patriarcat. Il est vrai, ce patriarcat maghrébin est très problématique, hein, notamment dans la violence conjugale. En tout cas, le patriarcat, quand il s'écroule, il ne s'écroule pas pour mettre en place un matriarcat. Non, non, il s'écroule pour mettre en place la dictature du grand frère, qui est le synonyme du n'importe quoi. Et vous avez donc des jeunes qui ne s'inhibent plus. Voilà. Troisième naufrage, donc je vous dis, le premier naufrage, c'est l'autorité de l'État français. Le deuxième naufrage, c'est le naufrage de la famille maghrébine arrivée en France et qui s'écroule. Évidemment, je généralise, hein, je connais 10 000 cas de familles maghrébines qui fonctionnent très bien. Mais malheureusement, il y a peut-être en face 10 000 ou 20 000 ou 30 000 cas qui ne fonctionnent pas bien et qui font qu'on perd du temps aujourd'hui à faire cette vidéo et à avoir cette polémique. Voilà. Je suis le premier à regretter de parler de ces sujets-là, mais ces sujets-là nous sautent à la gueule. C'est comme une cocotte minute qui explose. Et là, elle a explosé et nous explose à tous à la gueule, qu'on le soyons maghrébins, musulmans, français, tout ce que vous voulez. Hein. C'est un problème généralisé. Hein. Troisième naufrage, c'est le naufrage tout simplement de la civilisation française occidentale. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des gens qui ne s'inhibent plus, qui soient d'origine maghrébine, d'origine algérienne, d'origine marocaine, africaine, d'origine tchétchène, russe, ou même d'origine, on va dire, celte ou gauloise. Vous avez des gens qui ne s'inhibent plus. Pourquoi? Parce que nous avons une culture, ou une société qui baigne dans une culture où tous les tabous sont brisés. Il faut voir vraiment l'impact du cataclysme qui a lieu en France, dans l'Occident, depuis une vingtaine d'années. Vous allumez la télévision, vous voyez quoi? Prenez un film, une série, vous voyez quoi? Vous voyez des flics battus. Je dis bien des flics battus. Vous voyez des juges morts, des avocats torturés. Vous voyez des pères de famille assassinés. Vous voyez des femmes violées devant leurs enfants. Ça, je le vois dans des chaînes de télévision, des programmes en streaming accessibles à tout le monde. Peu m'importe qu'on me mette le moins 16 ans, moins 18 ans. Peu importe, c'est disponible. Il y a juste 30 ou 40 ans, ces productions étaient réservées à des cinémas particuliers, à des cinémas qui travaillaient sur ce segment-là, de l'ultra-violence, de l'anarchisme, du libertarisme, tout ce que vous voulez. Là, nous avons dans la culture mainstream, j'aime pas ce mot, mais il est très utile, nous avons la fin de tous les tabous. Quand vous avez un flic qui est battu à la télévision, eh bien, vous avez l'autorité de l'État qui est battue. Quand vous avez un père de famille qui est battu à la télévision ou humilié, c'est toutes les familles qui reçoivent un coup de canif. Il y a une responsabilité du monde du cinéma, du monde de la culture, du monde de la télévision, de l'audiovisuel, souvent public, mais pas seulement, dans l'installation d'un fond d'air, d'une musique qui est la musique d'Orange Mécanique. En fait, Orange Mécanique est devenu, si vous voulez, l'ADN de notre culture populaire. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et ça arrive au moment, donc ça, je veux dire, il n'y a pas que le cinéma, l'audiovisuel, hein, il y a aussi le rap. Vous regardez un clip de rap, c'est l'antithèse de tout ce qu'il faut faire dans une société qui fonctionne. Et je ne parle pas en tant que musulman, en tant que réactionnaire de droite. Évidemment, je suis nostalgique d'une France que je n'ai pas connue. J'aurais aimé connaître la France des années 50, des années 20. J'aurais aimé croiser Marcel Proust, Balzac, Flaubert. Voilà. Mais je ne parle pas en tant avec ce fond-là qui m'anime aussi. Je parle, vous dites tout simplement, c'est de la pure logique. Un clip de rap aujourd'hui, le scénario, c'est tout ce qu'il faut faire pour ruiner une société. La femme humiliée, l'homme transformé en trafiquant de drogue, en ultra-violent, le policier humilié, expulsé, la société détruite, les valeurs inversées. Il n'y a que le pognon et le cul. Désolé de parler avec des mots un peu crus, mais c'est notre monde. Hein. C'est notre culture populaire qui est devenue une culture de l'ultra-violence et de l'ultra-pornographie. C'est même plus de l'érotisme, c'est du... Bon. Voilà, donc tout cela, je voudrais pu rajouter le monde du foot. Nous avons aujourd'hui, nous donnons 1 million d'euros par mois à des joueurs de foot, et après on s'étonne qu'on ne sait pas réagir face au corona. Qu'on ne trouve pas les remèdes rapidement. Ben oui, mais nous avons créé une société complètement gore. C'est Orange Mécanique, toutes les valeurs sont inversées. Malheureusement, cette déliquescence, ce déclin, appelez-le comme vous voulez, il se produit au moment où la France reçoit l'immigration de masse. Donc depuis 30 ou 40 ans, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu l'effondrement moral de la culture française, qui est aussi un effondrement moral qui vient des États-Unis et du monde occidental. Voilà. Donc c'est un naufrage global du monde occidental, d'un point de vue, je dis, moral, éthique, des valeurs. Ça, on ne l'enlèvera pas de la bouche.
Et au même moment, vous avez l'arrivée massive de cette immigration en Europe, qui en réalité, en Europe et en France, qui en réalité n'est pas une migration de la diversité, c'est surtout une immigration maghrébine, musulmane, un peu africaine. Donc nous avons transféré le Maghreb en France au moment où cette France s'effondrait d'un point de vue moral. C'est dommage pour les centaines de milliers d'immigrés qui sont venus en France pour travailler, construire et contribuer. Pour ceux qui sont venus détruire, ils s'en foutent, à la limite, ils applaudissent. Ils sont nés. Ils sont nés pour servir la culture du rap et la culture du futile. Je n'attaque pas les rappeurs, moi j'aime beaucoup le hip-hop. Mais j'aime le rythme, j'aime le vrai rap, pas le rap qui a été transformé en clip de porno, en clip de lynchage. Donc voilà, moi je m'intéresse à ces immigrés, ces enfants d'immigrés qui sont venus pour construire, pour aider, pour contribuer, pour rajouter leur pierre, comme on dit. Malheureusement, ça s'est tombé sur eux, comme c'est tombé sur la génération des Français de souche d'aujourd'hui, qui se trouve dans un pays qui était jadis un phare pour l'humanité et qui ne l'est plus. Voilà, redescendons sur Terre, sortant des grandes considérations que je me permets de résumer. Naufrage de l'autorité de l'État, naufrage de la famille maghrébine, naufrage de la culture française et occidentale. Un naufrage qui se télescope avec l'arrivée en masse des immigrés en France. Voilà. Bon, donc redescendons sur Terre et regardons quand même quelques incohérences. Nous sommes en plein Ramadan. Moi, on m'a expliqué que pendant le Ramadan, les musulmans pratiquent la retenue. Notamment, pas d'insultes, pas de violence. Ça, c'est même quelqu'un d'analphabète le sait. C'est pas besoin d'aller à l'Azhar ou d'écouter les prêches de la Mecque pour le savoir. C'est évident. Donc déjà, j'attire l'attention sur ça, avec un petit clin d'œil. Silence radio complet des mosquées et des autorités morales qui se disent légitimes auprès de la communauté musulmane ou des représentants de la communauté musulmane. Où sont-ils? S'ils ont parlé, je m'excuse, hein, mais j'ai pas entendu. S'ils ont parlé, je ferai une note en bas de page ou même une vidéo pour saluer. Où êtes-vous, les gars? Où est votre leadership moral? D'accord? Troisième point, je me suis forcé, j'ai un côté sado, je me suis quand même forcé à regarder la production du visuel de ce jeune homme, donc son agression à M. Zemmour, son auto-rétro-feedback selfie, c'est-à-dire voilà, son analyse du cas sur plusieurs heures. Et le monsieur, il dit Zemmour est trop fort, il est trop fort, on n'arrive pas à argumenter face à lui dans un débat. Enfin, je ne vous donne pas le verbatim, je vous donne ce qu'il m'en est resté. Et donc, on ne peut rien faire d'autre que le clasher comme ça dans la rue, comme j'aurais fait avec Marine Le Pen. Mais attendez, est-ce que nous, je parle de là, moi, de mon ADN, est-ce que nous, les Arabes, les musulmans, les Maghrébins, on est plus bêtes que la population, au point de ne pas pouvoir débattre avec Zemmour et d'avoir à lui casser la gueule? Quelle est donc cette vision, cette diminution de soi-même, cette haine de soi? Nous serions donc tous des imbéciles, incapables d'argumenter avec Zemmour ou n'importe qui d'égal à égal, et nous serions donc rendus à le pourchasser dans la rue et à l'insulter de la manière la plus vile qui soit? Non, non. Moi, je m'insurge contre ça. Nous valons plus que ça. Moi, je vaux plus que ça. D'accord? Et je connais des centaines de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, de Libanais, d'Égyptiens qui sont bien plus compétents que moi, bien plus brillants, et qui sont capables de parler avec Zemmour, et sans lui casser la gueule. Nous ne sommes pas des violents par essence. On vaut plus que ça. D'accord? Et cette génération va le montrer. Voilà, j'en ai marre qu'on me parle de l'Andalousie, de Bagdad. Non, non. Moi, je parle de maintenant. Il faut que maintenant, nous brisions toutes les murailles morales, toutes les frontières de la bêtise qu'on nous a inculquées. Non, il faut qu'on brise tout ça. Je connais des centaines, je vous dis, des milliers de gens qui ont brisé ça. Ils sont dans des postes importants au monde entier, à Singapour, à Séoul, en France, au Mexique. Je connais ces gens-là, vous les connaissez. En Afrique, à Abidjan, tout ça. Maintenant, il faut juste un petit plus pour qu'on éclate ce plafond de verre fait, maintenu, construit par nos semblables. Hein. Ce ne sont pas les Français, les Américains qui ont fait une conspiration contre nous pour dire il faut qu'ils soient toujours, comment dirais-je, en marge de la société. Non, non, c'est nous-mêmes, c'est nos semblables qui, avec des actes aussi imbéciles que cette attaque contre M. Zemmour, qui créent le plafond de verre et qui montrent que qui veulent montrer que nous ne sommes pas l'égal d'un Zemmour, qui ne sommes pas capables de discuter avec lui ou avec n'importe quel intellectuel de haut vol. Ici, je répète mon appel à qui que ce soit, à M. Zemmour d'abord,
à CNews ou à n'importe quelle plateforme qui soit pour débattre d'égal à égal dans le respect et dans le monde des idées. On va débattre dans le monde des idées, le monde de la sensibilité française, musulmane, maghrébine, donc dans le monde de l'aristocratie des idées et des sentiments et pas dans le monde de la castagne. Voilà, donc on se stigmatise. Donc ce genre d'incident lamentable stigmatise, c'est de l'autostigmatisation. Il stigmatise encore une nouvelle fois la communauté musulmane ou maghrébine, puisqu'il confirme un préjugé qui est ces gens-là ne servent à rien, ils sont violents. Ils sont mal élevés, ils disent des gros mots, tout ça. Non, non. Il ne faut pas faire ça, les gars. Il ne faut pas faire ça. Combien de là, demain, de jeunes musulmans, de jeunes couples maghrébins, africains, auront des difficultés supplémentaires à louer à cause de vidéos comme ça qui détruisent l'image de ces gens-là, on dit comme on dit en brésilien, on met les excréments dans le ventilateur. Voilà, ça, tout le monde est touché là. Combien de jeunes talents auront des difficultés supplémentaires demain à se faire embaucher? Voilà. Évidemment, la personne qui fait ces choses-là ne pense pas aux autres. Pense pas aux autres. Cette autostigmatisation que je crois déceler dans cet incident contre Zemmour, elle existe à chaque coin de rue depuis 30 ans. C'est le phénomène racaille, dont une des fonctions est d'auto-stigmatiser les Maghrébins, pour en faire une communauté dangereuse, une cinquième colonne. Alors par-dessus, les islamistes sont arrivés, ben là c'est le pompon. S'il n'est pas voyou, il est barbu, donc il est une menace. Non, 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 mais c'est la faute. J'ai dit, c'est que la faute de... J'ai pointé la faute des Français, enfin dire des élites françaises, de la culture française depuis 30 ou 40 ans, hein, qui s'est transformée en une culture du laxisme pénal et une culture, on va dire, d'orange mécanique, ça oui, mais c'est aussi la faute des nouveaux venus, appelés Français de branche, maghrébins, qui ne savent pas dire ce que je suis en train de dire maintenant. Stop. Il faut dire aux violents, stop. Vous ne représentez personne. Et nous valons mieux que ça, individuellement et collectivement. Voilà, je vais en arriver à mes considérations finales, en prenant encore une petite incohérence. Comment se fait-il que M. Zemmour soit dans la rue sans protection, privée ou policière, ou enfin, publique ou privée? Il était évident, c'était écrit qu'il aurait eu un problème un jour. Grâce à Dieu, je le dis moi en tant que croyant, grâce à Dieu, ça n'a pas dégénéré. Donc bon, je ne connais pas M. Zemmour et je ne sais pas quelles sont ses conditions, mais évidemment, il aurait fallu qu'il soit accompagné tout le temps par un agent de sécurité ou plusieurs agents de sécurité. Parce que nous sommes dans un monde multiculturel, c'est le fameux vivre ensemble. C'est-à-dire le vivre ensemble dans la bouche des progressistes qui nous gouvernent, c'est le monde multiculturel. J'ai l'impression que dans ce monde multiculturel, celui du vivre ensemble, qui n'est pas l'équivalent du vivre bien, ou vivre comme un homme, la tête haute. Non, non, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire, voilà, tu me tolères, je te tolère. Donc dans ce monde multiculturel, j'ai l'impression pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une extrême courtoisie. C'est-à-dire que tout le monde tourne sa langue 7 fois, comme on dit en arabe, avant de parler. Donc il aurait fallu que M. Zemmour s'auto-censure pour ne pas parler d'islam, pour ne pas dire ce qu'il pense sincèrement de l'islam. Je pense que tout ce qu'il dit, il le pense sincèrement. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais je lui donne la sincérité, j'y crois. Donc il aurait fallu qu'il ne réfléchisse plus. Il aurait fallu qu'il nous parle des people, qu'il aurait fallu qu'il nous parle des Kardashians, ou qu'il nous parle je sais pas moi, de la couverture végétale des Alpes en été ou autre. Voilà. Donc, et il aurait fallu aussi, du point de vue, là je me mets du point de vue de l'agresseur, il aurait fallu que l'agresseur ait une grande retenue de soi, parce que lui, il a dû recevoir les propos de Zemmour comme une insulte, et j'admets tout ça, j'admets tout ça, que les gens puissent se sentir offensés quand Zemmour met dans la même phrase l'islam et le nazisme. J'ai écrit un texte là-dessus immédiatement pour dire que c'était pas bien. Donc voilà, j'admets tout ça. Mais si vous voulez vivre dans une société multiculturelle, que vous soyez maghrébin, tamoul, sahélien ou français de souche ou tchétchène, il faut que vous ayez la retenue, sinon c'est la castagne permanente. Et dans un monde où il y a la castagne permanente, il n'y a pas de PIB, il n'y a pas d'hôpital public, il n'y a pas de bien-être. C'est la castagne permanente, c'est le Rwanda ou la Bosnie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la société multiculturelle, à mon humble avis, j'ai l'impression que pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait une extrême courtoisie, c'est-à-dire une extrême retenue. Donc on ne parle pas des sujets qui fâchent. Donc on parle de quoi? De foot.
Donc par hasard, ça fait 30 ans qu'on nous vit dans le foot business. Qu'on parle d'Eurovision, qu'on parle de people, qu'on parle de réchauffement climatique, mais par le mauvais bout. Pas par le réchauffement climatique, par le bout Greta. On ne parle pas de raréfaction de l'eau potable, j'en ai jamais entendu parler. On ne parle pas de la désertification du Maghreb ou du sud de l'Espagne. Là, j'en parle jamais. J'en ai jamais entendu parler. On ne parle pas de la pollution des airs qui tue beaucoup. On n'a pas attendu le corona pour voir des gens qui meurent de pneumonie ou des particules fines. Voilà. Non, on parle de choses de manière ultra superficielle parce qu'on ne peut plus parler des sujets qui fâchent. Bienvenue au monde multiculturel. Dans le monde multiculturel, il y a, comment dirais-je, il y a une des premières victimes, c'est la vérité, je vais vous dire, on parle plus des sujets qui fâchent, et une des premières victimes aussi, la suivante, c'est l'égalité. Nous ne sommes plus les uns égaux aux autres. Moi, si je parle à Zemmour, je lui parlerai d'égal en égal, en dignité et en intellect, j'espère. En tout cas, j'espère que, comme on dit, que Dieu m'assistera pour que je lui dise ce que j'ai à lui dire dans le plus grand respect, mais d'égal à égal. Mais dans la société multiculturelle, il n'y a plus d'égal à égal, il n'y a plus d'égalité. Parce que dès que quelqu'un se sent offensé, il amène la communauté, le groupe, le clan, le gang. C'est fini l'égalité, c'est fini. Vous le voyez dans les pays réellement multiculturels où ça fonctionne. Vous voyez Dubaï, Abu Dhabi, Singapour, la Malaisie, des pays multiculturels, parce que vous avez un patchwork non seulement d'ethnie, mais de culture et de religion. Ça se passe très bien, pourquoi? Parce que les gens, ils s'écrasent. Ils ont une extrême courtoisie. Voilà, donc les gens sont très courtois, très respectueux, des distances de sécurité dans les supermarchés, il n'y a pas d'accident de la circulation parce que les gens conduisent très bien, l'alcool n'est pas apparent, il est consommé mais de manière très discrète dans certains endroits. Tout le monde fait attention, c'est l'extrême attention à autrui. C'est plus de l'empathie, c'est vraiment, on sait qu'on touche, on joue avec de la dynamite, donc tout le monde fait attention. Ça marche très bien. Mais ça marche très bien pour une autre raison. Non seulement parce que les gens sont respectueux, ils sont bien éduqués, ils sont civilisés, extrêmement courtois. Ça marche très bien parce qu'il y a un groupe dominant. Et tout le monde le sait. En Malaisie, le groupe dominant, ce sont les Malais musulmans, pas les Chinois, ni les autochtones de Malaisie, qui ont été expulsés, enfin éjectés du pouvoir il y a longtemps. À Singapour, vous savez, c'est une ville dominée par les Chinois. Abu Dhabi, Dubaï, vous savez qui est au sommet de la pyramide. Tout le monde le sait. Mais ces groupes-là, majoritaires, pardon, sont des minorités. Parfois, à Dubaï, c'est une minorité qui commande. Ces groupes-là dominants, ils ont d'abord la noblesse. La noblesse, parce que en arabe, on dit l'irleb kayaf, c'est-à-dire même si celui qui gagne et celui qui l'emporte doit avoir un peu de pitié, un peu de noblesse. Donc à Dubaï notamment, à Abu Dhabi, mais même à Singapour, les petites minorités qui gouvernent, qui ont le pouvoir, elles ont la noblesse d'âme, elles ont l'aspect seigneurial, chevaleresque, de ne pas écraser les autres. Parce qu'elles ont besoin aussi de ces minorités-là, des Français de Dubaï, des Népalais, des Thaïlandais de Dubaï, d'Abu Dhabi, des Marocains de Dubaï, des Camerounais de Dubaï. Elles ont besoin d'eux pour produire, pour que ça marche. Donc vous avez des sociétés extrêmement inégales où il y a une inégalité de fait. Il y a des gens qui sont plus égaux que les autres. Mais c'est masqué par une extrême courtoisie, une extrême attention à la sensibilité d'autrui. Mais en tout cas, dans ces sociétés-là, il n'y a plus de débat sur le fond. On fait quoi à Dubaï? Du business. On fait quoi à Singapour? Du business. En Malaisie? Du business. Ça peut marcher, ce sont des sociétés qui marchent. Mais à mon humble avis, enfin, en tout cas venant de la tradition française, ce ne sont pas des modèles pour la France. Ce sont des modèles pour Dubaï, ou Singapour, ou la Malaisie, mais ce ne sont pas des modèles pour la France. Et en France, qu'est-ce qu'on fait justement? Eh bien en France, on vit sur le mythe, le fantasme, la chimère de l'égalité. On fait semblant que Zemmour est l'égal du jeune homme qui est venu lui casser la gueule. Or, ils ne sont plus en légalité. Ils ne sont plus, parce que chacun maintenant a sa communauté derrière lui, et on va mesurer quoi maintenant? Pas les arguments, pas la lucidité intellectuelle, pas la sagacité. Qu'est-ce qu'on mesure maintenant en France? La force de la castagne. Ah, celui-là on ne lui parle pas parce que, soi-disant, il a derrière lui un gang des pays de l'Est. Celui-là, on ne lui parle pas parce qu'il fait partie d'une minorité sexuelle, blablabli, on aura derrière nous toute la bien-pensance. Celui-là, on ne le verbalise pas parce que derrière, il y a toute la cité qui va descendre. Il n'y a plus d'égalité en France. Bon, pour conclure, soit on est pessimiste, et là on dit la France est défigurée, ils ont détruit la France, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, et on se casse, ou on cultive son jardin, et on se prépare à l'apartheid, comme disait M. Valls, c'est-à-dire chacun chez soi, et
voilà, on devient une espèce de confédération de petits pays, comme on disait avant, las taifas, les principautés d'Espagne pendant la période islamique, c'est-à-dire chacun chez soi, on peut créer des petits paradis, des petites Venises chez soi, et chez le voisin, c'est le tiers-monde. Ça peut être ça. Pour moi, vaut mieux mourir avant de voir ça. Si on est optimiste, aujourd'hui je suis optimiste, on se dit, bon, ok, c'est un énorme défi. Donc, un défi que je lance à la génération actuelle de Français, qu'ils soient de souche, de branche, ou même des étrangers qui vivent en France, et qui sont des gens positifs, il faudrait qu'on trouve un moyen de vivre ensemble et de construire ensemble une France qui soit encore une France admirable à l'étranger. Cela s'appelle ressusciter le génie français. Moi, peu m'importe si le génie français, il a la peau basanée, ou il est en rasta, ou il a des origines tamoules, ou laotiennes, ou cambodgiennes. Peu m'importe. Du moment qu'ils sont un génie au service de la France. Qu'est-ce que le génie français? C'est la capacité à remonter la pente alors que tout le monde vous donne pour vaincu. 1940, après 1970, et ainsi de suite. Merci, désolé pour mon ton un peu révolté, mais il y a de quoi être révolté devant une telle déferlante de médiocrité. Écrivez-moi, donnez-moi votre feedback qui sera toujours bien reçu et partagez cette vidéo. À une prochaine depuis le Maroc pour une autre édition du Journal d'un confiné. Au revoir.